God save our gracious King, long live our noble King, God save the King. L'époque victorienne marqua l'apogée de la domination britannique sur le monde, à la fois comme creuset de la révolution industrielle et foyer du plus vaste empire colonial. Mais en ce début du XXe siècle, les États-Unis et l'Allemagne rattrapent le Royaume-Uni sur le plan industriel et naval. La suprématie britannique est à deux doigts d'être mise en cause. Quand l'Allemagne surprend en envahissant la Belgique le 4 août 1914, violant ainsi la neutralité belge, pourtant garantie par les grandes puissances européennes, le Royaume-Uni répond en déclarant à son tour la guerre à l'Empire allemand. Fortement attachés à leur roi, à leur pays, à leurs traditions, les Britanniques s'insurgent contre l'avancée allemande en Belgique, qu'ils considèrent être une menace directe pour l'intégrité du Royaume-Uni. Ce dernier redéploie rapidement son industrie dans une production intensive de matériel militaire. Mais il y a un problème à surmonter. Au début de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni dispose de la plus petite armée permanente de tous les principaux pays belligérants. Engagés dans une force volontaire, les Britanniques se confrontent en août 1914 à la tâche urgente de lever une armée suffisamment nombreuse pour faire face à son ennemi allemand. Je tiens à préciser que nous allons nous concentrer sur le Royaume-Uni lui-même, en mettant de côté son empire colonial, parce que la propagande coloniale a aussi été très active, mais selon d'autres modalités que nous n'allons pas explorer ensemble. Le sujet mériterait une vidéo à part entière. Britain's flag has always stood for justice. Britain's hope has always been for peace. Malgré sa forte tradition militaire et son armée de métiers expérimentée, le Royaume-Uni fait face à un problème de taille au moment de déclarer la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914. Contrairement aux grandes puissances européennes qui mobilisent plusieurs millions d'hommes, les effectifs britanniques se chiffrent à moins de 400 000 hommes. Ce constat n'échappe pas à l'empereur allemand Guillaume II, qui se moque de la misérable et insignifiante petite armée britannique. Le Royaume-Uni a une armée professionnelle et coloniale, spécialisée dans la projection de force à l'échelle mondiale. Elle n'a donc absolument pas la structure ni même la culture de la conscription en 1914. Et de fait, sa mise en place prend du temps, parce qu'elle est impossible politiquement à imposer. Ne pouvant donc pas, à l'exemple de la France, de la Russie ou de l'Allemagne, s'appuyer sur la conscription, la Grande-Bretagne lance une campagne de recrutement dès le 5 août 1914. Largement relayée par les affiches et lors des meetings, l'appel encourage les hommes à se porter volontaires pour constituer de nouveaux régiments. Le succès dépasse les prévisions les plus optimistes, et durant les premières semaines, 20 000 hommes sont en moyenne recrutés chaque jour. 2,5 millions de volontaires endossent l'uniforme d'août 1914 à décembre 1915. J'ai 12 ans et 3 mois. Je mesure exactement 1m60 et 84 cm de tour de poitrine. Pourriez-vous s'il vous plaît faire votre possible pour m'obtenir une place de tambour ou de clairon dans n'importe quel régiment où il en faut? Car je peux vous assurer que je ferai tout mon possible pour mon Dieu, mon roi et ma patrie. Je suis votre fidèle serviteur. Cet esprit de loyauté envers le roi et la patrie se matérialise lors de l'enrôlement, chaque recrue jurant fidélité et allégeance au souverain. La dimension sociale de ces recrutements en masse se caractérise notamment par les célèbres Powers Battalions. Le major général Sir Henry Rawlinson et Lord Derby imaginent de recruter des bataillons de volontaires qui seraient issus d'un même quartier, corps de métier, atelier, usine ou club sportif. Le succès de ces Powers Battalions est immense. Ce recrutement donne lieu à une véritable compétition entre les villes, chacune entendant bien surpasser ses voisines. La camaraderie était merveilleuse, chacun semblait aider l'autre et ainsi de suite. Nous étions tous des potes, très heureux ensemble, et c'était des braves gens. C'était des types magnifiques, la crème du pays. Nombre de ces bataillons connaissent leur baptême du feu dans la Somme le 1er juillet 1916, jour le plus sanglant de l'histoire militaire britannique. En quelques heures, l'armée enregistre près de 60 000 pertes, dont 20 000 tués. Au-delà du terrible bilan comptable, des bataillons de copains sont fauchés en seulement quelques minutes. Les Accrington Powers, les Leeds Powers ou les Grimsby Chums perdent plus de 80% de leurs effectifs. Des villages et des quartiers entiers sont brutalement plongés dans le deuil et pleurent leur jeune génération disparue. Suite à cela, le recrutement des bataillons de copains est abandonné, et les unités constituent des recrues venant de divers horizons et milieux sociaux. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, la conscription n'est introduite qu'en janvier 1916, c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire britannique. Et autant vous dire qu'à partir de la bataille de la Somme, le volontariat s'essouffle un peu. Le gouvernement va donc devoir organiser et mettre en place plusieurs formes de propagande afin de maintenir le moral des Britanniques et continuer à mobiliser des hommes. En
découvrant les vastes activités de l'agence de propagande allemande, David Lloyd George décide de créer une nouvelle organisation de propagande officielle. En effet, le gouvernement britannique ne dispose pas d'un appareil de propagande prêt à l'emploi au début de la guerre. Si certaines mesures comme le contrôle de la presse sont rapidement mises en place, les organisations officielles de propagande nationale émergent bien plus lentement. Charles Masterman est choisi pour diriger ce nouveau bureau de propagande de guerre. Cette nouvelle organisation, mieux connue sous le nom de Wellington House, est chargée à la fois de faire basculer les pays neutres en faveur des Alliés et d'adopter la propagande nationale. Deux autres organisations sont créées par le gouvernement pour lutter contre la propagande ennemie. Le comité de presse neutre, chargé de fournir à la presse des pays neutres des informations relatives à la guerre, et le département des nouvelles du ministère des Affaires étrangères, qui sert de source à la presse étrangère pour toutes les déclarations officielles concernant la politique étrangère britannique. De nombreux propagandistes non officiels promeuvent également l'unité impériale face aux Allemands, tels que la Ligue Victoria, aidée en partie par un nombre important de femmes, ou encore le Comité central des organisations patriotiques nationales, qui organise des événements publics et sert de canal pour les publications de Wellington House. Les annonceurs et les journalistes estiment également qu'ils ont beaucoup à apporter. De nombreux journaux maintiennent un flux constant de leur propre propagande, complétant et parfois même interférant avec les efforts officiels. Jusqu'en 1916, Wellington House est la principale organisation de propagande britannique. Mais au moment où David Lloyd George devient Premier ministre en décembre 1916, la propagande officielle est menée par plusieurs organisations liées à plusieurs ministères et départements. L'un des premiers actes de Lloyd George en tant que Premier ministre est alors de lancer une enquête de propagande. On s'aperçoit du manque de coordination entre les différentes organisations, donnant lieu à un travail concurrent et inefficace. Le gouvernement britannique réorganise alors la machine de propagande et centralise toutes les activités de propagande sous le ministère des Affaires étrangères. En février 1918, Lloyd George confie à Lord Beaverbrook la responsabilité de créer un nouveau ministère de l'information. Ce ministère prend alors le contrôle de toutes les activités de propagande et se voit divisé en 3 départements chargés de superviser la propagande nationale, étrangère et militaire. Bref, vous l'aurez compris, l'organisation de la propagande britannique n'est pas chose facile. Mais avançons. Comme nous l'avons vu, au déclenchement de la guerre, le Royaume-Uni a impérativement besoin de lever une plus grande armée. De ce fait, la première priorité de la propagande nationale est le recrutement militaire. La commission de recrutement parlementaire est formée dès la fin du mois d'août 1914 pour faire appel à des volontaires dirigés par les chefs des principaux partis britanniques à l'exclusion des nationalistes irlandais. Mais alors, quels sont les différents moyens employés par cette propagande britannique ? Oh, 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 it's a lovely war, it's a lovely war to be a soldier, eh? Oh, it's a shame to take the pain. As soon as rebellion is gone, we feel just as heavy as lead, but we never get up to the task and brings the breakfast up to bed. Diverses formes écrites de propagande sont distribuées par les agences britanniques pendant la guerre. Il peut s'agir de livres, de tracts, de publications officielles, de discours ministériels ou de messages royaux. Les tracts, principale forme de propagande dans les premiers mois de la guerre, sont distribués dans divers pays étrangers. En juin 1915, 2,5 millions d'exemplaires de ces documents de propagande sont diffusés par Wellington House dans diverses langues. 8 mois plus tard, ce nombre monte à plus de 7 millions. Mais le matériel de propagande le plus reconnaissable pour le Royaume-Uni reste les affiches. Tout au long de la guerre, les lieux publics sont ornés d'affiches, provenant à la fois d'organismes officiels, d'associations caricatives et de groupes non officiels. La valeur apparente des affiches réside dans leur format accrocheur et leur message simple. Avant 1914, les partis politiques utilisent de plus en plus fréquemment des affiches pour s'adresser à un électorat plus large, mêlant tradition et innovation en combinant les techniques publicitaires avec l'héritage plus long des caricatures politiques. Ce qui frappe à travers les affiches britanniques, c'est l'autorité, la conviction, le martelage par la répétition. Enlist, enlist, enlist. Engagez-vous. Le message est à la fois simple et très clair. C'est d'ailleurs le personnage récurrent de John Bull qui incarne le consensus anglais, que l'on retrouve sur les affiches, pointant du doigt avec autorité le citoyen rétif. John Bull, si vous voulez, c'est l'homologue de l'oncle Sam, de Marianne ou encore de Germania. On tente alors de mobiliser le soldat en jouant essentiellement sur le chantage affectif et la culpabilisation. Cette affiche par exemple, n'hésite pas à utiliser l'innocence des enfants et la stigmatisation de la lâcheté pour faire son point. D'ailleurs, de nombreuses femmes prennent une part active dans la propagande et n'hésitent pas à harceler les réfractaires dans la rue, au cinéma ou dans les transports en commun, en leur distribuant des plumes blanches, symbole de leur lâcheté. Attribuées à tort et à travers, ces plumes stigmatisent parfois de manière injuste ceux qui se sont engagés mais n'ont pas encore été incorporés, ceux qui ont été démobilisés suite à une blessure, ou encore qui ont été exemptés car physiquement inaptes ou occupant des emplois d'intérêt national. Un autre point intéressant à relever est le fait qu'on retrouve aussi, à travers plusieurs affiches, un sentiment de préparation face à une invasion. La guerre n'est peut-être pas sur le territoire britannique, mais elle est déjà à sa porte. De nombreuses affiches britanniques appellent alors les hommes à s'enrôler pour défendre la civilisation. Le bombardement de la cathédrale de Reims en septembre 1914
les attaques aériennes ou navales sur le Royaume-Uni, le torpillage du Louisiana, ou encore l'exécution de l'infirmière Edith Cavell en décembre 1915 sont autant d'événements exploités pour attirer les hommes vers les bureaux de recrutement. Devenue iconique, l'affiche d'Alfred Litt s'appuie sur la forte personnalité de Lord Kitchener, secrétaire d'État à la guerre, influent et respecté. Si l'illustration est minimaliste, le regard déterminé et hypnotique de Lord Kitchener lui donne toute sa force. Le regard accrochant celui du lecteur est clairement décidé à ne pas lâcher sa proie. Cette emprise est renforcée par l'index tendu qui semble jaillir de l'affiche. En pointant du doigt l'homme qui n'a pas encore répondu à l'appel, Lord Kitchener ne s'adresse plus à la masse, mais à l'individu. Partout dans les rues de Glasgow, on voyait l'affiche de Kitchener qui nous pointait du doigt. Peu importe où on se plaçait, il semblait nous suivre. Les propagandistes comprennent rapidement le potentiel du cinéma, à la fois comme moyen de propagande et comme moyen d'accéder aux personnes qui n'assistent pas aux événements organisés. En 1915, on commence à utiliser les cinémas, les théâtres ou les musicals pour prononcer des discours de recrutement. En août 1915, Hedley Lebas rejoint un nouveau comité de cinéma rattaché à Wellington House. Il produit le film Britain Prepared et parvient à convertir beaucoup de ceux qui étaient jusqu'alors sceptiques à cette nouvelle forme de propagande. Cela conduit à une utilisation intensive de l'outil cinématographique jusqu'à la fin de la guerre et bien au-delà. Plus tard en 1916, un nouveau film de propagande va encore plus loin dans la quête du réalisme. La bataille de la Somme est un énorme succès, vu par près de 20 millions de Britanniques au cours des 6 premières semaines suivant sa sortie. Même si, il faut le préciser, le film ne montre pas tout le carnage de la bataille, il eut néanmoins un impact auprès du public, permettant aux civils de sentir qu'ils avaient vu le vrai visage de la guerre moderne. Comme Britain Prepared, le film dépeint l'action comme si c'était une séquence documentaire, même si ce n'est qu'en grande partie de la mise en scène. En effet, les films de propagande n'utilisent pas d'images réelles du front. Les cinéastes ont l'intention de capturer le patriotisme entourant le déclenchement de la guerre, notamment en filmant de nombreuses images de recrutement accompagnées de fanfares militaires avec des filles en kaki chantant des chants patriotiques et désignant le bureau de recrutement le plus proche. Take me back to dear old Blighty. Put me on the train to London town. Take me over there. Drop me anywhere. Liverpool, Leeds or Birmingham, well I don't care. Les premiers mois de la guerre voient des dizaines de chansons de recrutement défendant la cause de l'Empire. Mais après cela, les chants de recrutement et de gloire à la guerre se font de plus en plus rares. Pour qu'une chanson ait du succès dans les musicals, il faut que tout le public chante avec enthousiasme. C'est pourquoi des chansons comme Your King and Country Need You ou Be a Soldier, Be a Man n'ont pas fait l'unanimité une fois que les Britanniques apprirent les premiers chiffres de lourdes pertes. Dès l'année 1915, les chansons axées sur le rêve de la fin de la guerre deviennent populaires. Keep the Home Fires Burning, When Tommy Comes Marching Home ou The Trail That Leads to Home en sont de bons exemples. Les chansons de soldats constituent une catégorie à part, inventée par les troupes sur des airs bien connus et non écrits pour un marché. Les soldats aiment chanter des succès de musical ou des hymnes religieux, mais les chansons qu'ils écrivent eux-mêmes sont moins sobres et souvent plus vulgaires. Voici quelques-unes de ces chansons que je trouve intéressantes. Do Your Balls Hang Low, Charlotte the Harlot ou encore Mademoiselle from Armitage. Mademoiselle from Armitage, parlez-vous. Mademoiselle from Armitage, parlez-vous. Mademoiselle from Armitage, she hasn't been kissed for 40 years. Hickey, picky, parlez-vous. The officers get all the steak, parlez-vous. The officers get all the steak, parlez-vous. The officers get all the steak, and all we get is a bellyache. Hickey, picky, parlez-vous. De nombreuses chansons sont antimilitaristes, telles que Hanging on the Old Barbed Wire ou encore When This Bloody War is Over. If you want to find the old battalion, I know where they are. I know where they are. I know where they are. If you want to find the old battalion, I know where they are. They're hanging on the old barbed wire. I've seen them, I've seen them, hanging on the old barbed wire. I've seen them hanging on the old barbed wire. When this lousy war is over, oh, how happy I shall be. When I get my civic clothes on, no more soldiering
for me. No more church parades on Sunday, no more asking for a pass. I shall tell the sergeant major to stick his pulses up his ass. Bien évidemment, je vous conseille d'aller écouter toutes ces chansons dans leur intégralité. Vous trouverez les liens dans la description. En octobre 1918, le gouvernement libéral de Lloyd George commence à démanteler ce qui reste des appareils de propagande britanniques. Plusieurs responsables envisagent la possibilité de poursuivre le travail de propagande après la fin de la guerre. Mais la paix étant en vue, la production et la distribution de propagande nationale et étrangère cessent. À la fin de la guerre, presque toute la machinerie de propagande est démantelée. Il y a divers débats entre les deux guerres concernant l'utilisation britannique de la propagande. En Allemagne, dans les années 1920, d'anciens chefs militaires comme Erich Ludendorff suggèrent que la propagande britannique a joué un rôle déterminant dans la défaite allemande. Adolf Hitler fait écho à ce point de vue, et le Parti national-socialiste des travailleurs allemands utilise ensuite de nombreuses techniques de propagande britannique pendant leur mandat de 1933 à 1945. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Comme vous vous en doutez bien, nous nous approchons de la fin de cette série. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en partageant la vidéo, en mettant un pouce bleu et en laissant un commentaire. Dorénavant, vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne. Si cela vous intéresse, je vous invite à faire un tour dans la description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.